Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous présenter les résultats du travail de ces 3 dernières années qui portent sur le rôle du noyau sous-thalamique entéromédial, en particulier dans les processus décisionnels et métacognitifs. Et cette recherche, elle a été faite auprès de patients qui ont des troubles obsessionnels compulsifs. Avant de commencer, je voudrais bien sûr remercier le jury qui me fait l'honneur de venir évaluer ce travail. Alors, on va commencer par poser un cadre théorique. Ensuite, je vous expliquerai la contribution expérimentale et enfin, on fera une discussion générale pour rassembler les résultats des expériences. Ce travail, si j'arrive à passer au slide suivant. Ce travail porte sur le NST. Donc, je vais commencer par expliquer ce qu'est cette structure et où elle se trouve. Et ça me permettra d'introduire la notion de stimulation cérébrale profonde, qui est la thérapie grâce à laquelle on a pu collecter les données ici. Ensuite, je vous expliquerai quels sont les processus décisionnels auxquels on s'intéresse et dans quelle mesure le NST y est impliqué. Et enfin, comme je vous disais, cette investigation a été faite auprès de patients qui sont atteints de troubles obsessionnels compulsifs, donc le TOC, et je vous expliquerai en quoi cette investigation est aussi intéressante pour ces patients-là. Le noyau sous-thalamique, c'est une structure profonde que vous pouvez voir ici, qui fait partie des ganglions de la base. Et les ganglions de la base jouent un rôle dans différents circuits fonctionnels. Vous pouvez voir ici les ganglions de la base avec un circuit en bleu qui va être impliqué dans les fonctions motrices, un circuit en violet qui va être plutôt impliqué dans les circuits associatifs, et en gris, des territoires qui sont plutôt liés aux fonctions du traitement limbique émotionnel. Ces territoires, dans chacune de ces structures, ils peuvent être ségrégés entièrement ou peuvent parfois se superposer. Quoi qu'il en soit, la place du noyau sous-thalamique au sein de ces réseaux, dans différentes fonctions, en fait un carrefour idéal des différentes fonctions du contrôle du comportement, notamment le contrôle de la décision. Et on a des informations sur le fait que le noyau sous-thalamique, le NST, joue un rôle dans l'accumulation d'informations pour prendre une décision. Il joue un rôle également dans le traitement de la motivation, qui va un peu guider ces décisions. Et enfin, un rôle dans le traitement émotionnel, et notamment sur la perception de la violence. Les informations sur le noyau sous-thalamique, elles sont assez nombreuses et bien documentées en préclinique et en clinique. Chez l'humain en particulier, ce sont des informations que l'on a obtenues grâce à une thérapie de neuromodulation qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Alors, cette thérapie consiste à insérer des électrodes profondes dans une cible et elles sont reliées à un stimulateur qui est placé sous la peau et qui va délivrer un courant électrique qui va avoir pour effet de moduler la cible anatomique et ainsi tous les réseaux auxquels elle est connectée. Et cette thérapie, elle a été mise en place, sous sa forme moderne, on va dire, pour traiter la maladie de Parkinson. Et dans le cas de la maladie de Parkinson, on stimule à la haute fréquence, qui a pour effet d'inhiber l'activité, en tout cas en local. Et il faut savoir que pour la maladie de Parkinson, la zone du noyau qui est visée, c'est le territoire dorsal du noyau, qui est en vert, c'est le territoire moteur. Mais cette investigation-là, du coup, quand on obtient des informations grâce à la stimulation, dans ce cas-là, dans la maladie de Parkinson, on a beaucoup d'informations, mais c'est quand même pas sans inconvénients. Déjà, les patients qui ont la maladie de Parkinson présentent des déficits dopaminergiques qui font qu'ils vont avoir un comportement décisionnel altéré. Deuxièmement, l'âge des patients, généralement, sont des patients qui sont âgés et du coup qui présentent des particularités dans les traitements cognitifs. Et du coup, le troisième point, c'est qu'on est effectivement sur un territoire moteur, cible dorsale. Et pour ce qui est de, nous, on va s'intéresser à la décision et aux émotions. Donc, du coup, qu'en est-il des autres territoires, les territoires qui ont des fonctions plutôt associatives et limbiques? Et bien, dans ce travail, moi, j'ai pris une approche un peu originale, c'est-à-dire que je me suis appuyée sur un essai clinique qui utilise la stimulation du noyau sous-thalamique entéromédial, donc les autres territoires ici. Et cette stimulation, elle se fait chez les patients qui ont des troubles obsessionnels compulsifs.
Donc, dans ma thèse, je me suis attachée à caractériser principalement les effets de la stimulation dans ces territoires du noyau sous-thalamique, dans la décision, et je me suis intéressée à différents types de décisions que je vais vous expliquer. La décision perceptuelle, d'une part, et la décision multi-attribut, d'autre part. Commençons par expliquer ce que c'est que la décision perceptuelle. Par décision perceptuelle, j'entends le processus de détection, discrimination et catégorisation de l'information sensorielle. Pour illustrer ça, c'est une tâche qui peut être classiquement étudiée avec cette expérience-là qui s'appelle le Random Dot Kinetogramme, le RDK. L'idée, c'est de dire on a des points qui bougent dans différentes directions, plus ou moins cohérentes, et la personne qui fait l'expérience va devoir dire si ça va majoritairement vers la droite ou vers la gauche. Ça, c'est un exemple de décision perceptuelle, de discrimination. Droite ou gauche. Alors, qu'en est-il du noyau sous-thalamique là-dedans? Eh bien, pour vous donner, déjà, dans cette tâche-là, ce qu'on va regarder, c'est combien de temps il faut aux gens pour prendre leur décision. Donc, c'est le temps de réaction qui est à la verticale, en fonction de la cohérence des points. Et on regarde aussi leur seuil de décision. Les personnes contrôle, dans ce cas-là, vont avoir, quand les points sont très cohérents entre eux, ils vont tous dans la même direction, ils ont un temps de réaction qui est assez bas, alors que quand le stimulus n'est pas très cohérent, le temps de réaction est élevé, jusque-là, ce n'est pas surprenant. Dans la maladie de Parkinson, ce que l'on constate, c'est que ces temps de réaction, ils sont plus élevés, quelle que soit la cohérence du stimulus, donc les patients ont plus de mal à prendre leurs décisions. Et ces patients-là, quand on stimule le noyau sous-thalamique dorsal, ils vont pouvoir prendre une décision beaucoup plus rapidement. On le voit ici pour les stimuli les moins cohérents. En fait. Quand la décision est difficile, ils vont pouvoir décider plus vite. Cette tâche-là, elle a été utilisée dans différentes études qui portent chez les patients avec la maladie de Parkinson, et ça a permis de montrer que la stimulation du noyau sous-thalamique modulait la discrimination perceptuelle. Moi, je vais m'intéresser à un autre type de décision perceptuelle, c'est la détection. Et je vais regarder si la stimulation du noyau va permettre de moduler la détection perceptuelle. Voilà pour le premier type de décision. Maintenant, je vous ai parlé d'un autre type de décision, c'est la décision multi-attribut. Dans la décision multi-attribut, l'objectif, c'est de choisir une option parmi plusieurs, celle qui a pour moi la plus grande valeur, la meilleure valeur, donc l'utilité subjective. Cette utilité subjective, pour chacune des options, je vais l'évaluer en fonction des attributs de chaque option. Pour illustrer ça, voici un exemple de tâche que l'on utilise fréquemment pour évaluer la décision multi-attribut. Ici, il s'agit d'accepter ou pas de faire un effort en fonction d'une récompense que l'on pourra obtenir. Et après, on réalise l'effort pour obtenir la récompense. Dans ce type de décision, où il faut équilibrer en fonction de l'effort et du gain, ce que l'on voit en général, c'est que la probabilité d'accepter, alors à gauche, elle est proportionnelle au gain monétaire. Plus on a gagné, plus on accepte de faire cet effort-là. En revanche, plus l'effort est difficile, moins on accepte de faire ce choix-là. Chez les patients avec la maladie de Parkinson, on voit qu'ils ont moins de probabilité d'accepter et ils sont moins sensibles à la valeur monétaire du gain ainsi qu'à l'effort physique. Et quand on stimule le noyau sous-thalamique, ça va changer leur comportement, donc ça va le rééquilibrer en quelque sorte, ce qui montre que la stimulation du noyau sous-thalamique va intervenir, donc ce n'est pas la seule étude qui porte sur ça, il y a d'autres références, et ça montre que la stimulation du noyau sous-thalamique, elle va moduler l'intégration des gains, des pertes, de l'effort, et un peu différemment suivant à chaque fois l'attribut qui est considéré. Donc moi, j'ai regardé ce qui se passe dans une tâche de décision multi-attribut, ce qui se passe avec la stimulation du NST antéromédial. Alors, quelle que soit la décision, notre cerveau est capable d'en effectuer un contrôle, une évaluation, ce qui constitue un processus métacognitif. Donc, on va s'intéresser un petit peu maintenant à ces processus métacognitifs qui accompagnent les décisions. Pour les décisions, elles sont à chaque fois accompagnées d'un sentiment de confiance qui reflète la probabilité subjective que la décision que j'ai effectuée soit correcte ou pas.
Donc ça, c'est un jugement métacognitif qui va accompagner toute décision, et du coup, on utilise souvent décision et jugement de confiance ensemble. On a vraiment très peu d'informations concernant un rôle du noyau sous-thalamique dans la confiance. Cependant, on peut partir du principe que si le noyau sous-thalamique interfère avec la décision perceptuelle multi-attribut, eh bien, probablement qu'elle va pouvoir aussi intervenir dans moduler le jugement de confiance relatif à la décision qui est effectuée. Et dans le travail de thèse, j'ai regardé ce qui se passait quand on stimulait le noyau sous-thalamique médial pendant les jugements de confiance, et j'ai regardé deux types de jugements de confiance. Une confiance prospective, qui est la probabilité que l'action, la décision que je vais prendre à l'avenir soit correcte, et une confiance rétrospective, qui est la probabilité que la décision que je viens juste de prendre est déjà correcte. De même que la confiance est liée à notre prise de décision, l'humeur est également un facteur qui va affecter notre prise de décision. Alors, par humeur, j'entends un état affectif qui est distinct des émotions. Donc, mesuré sur un continuum plaisir-déplaisir. Et cet état affectif, il intègre la balance émotionnelle d'événements sur une certaine durée. Mon humeur, elle dépend de l'historique des événements que j'ai vécus, contrairement aux émotions qui vont être considérées comme instantanées. Pour regarder l'humeur, voici un exemple de tâche. On demande aux participants de répondre à une question de culture générale. Ensuite, on lui dit si sa réponse était correcte ou pas. Et après, on lui demande régulièrement quel est son état d'humeur instantané. Et dans une tâche comme celle-ci, on va pouvoir manipuler la difficulté des questions pour créer une condition où ça va être des questions difficiles, donc il y aura principalement des feedbacks négatifs, ou des questions plus faciles, où on aura principalement des feedbacks positifs. Et ce qu'on peut voir ici, à la verticale, ce sont les jugements d'humeur, et à gauche, les conditions de feedback négatif et à droite positif. On voit que, clairement, le feedback que l'on reçoit par rapport à notre décision a un impact sur l'humeur qui est inférieur quand on a des feedbacks principalement négatifs. Il se trouve que, donc là, la décision va influencer l'humeur, et inversement, l'état d'humeur va influencer la façon dont on prend nos décisions. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la maladie de... non, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, pardon. Dans la maladie de Parkinson, on montre aussi que lorsqu'on stimule le noyau sous-thalamique, que ce soit en dorsal ou en ventral d'ailleurs, on va augmenter l'humeur. Donc là, dans ma thèse, j'ai regardé si la stimulation modifiait les jugements d'humeur post-décisionnels, donc relatifs à une décision. Et donc, cette stimulation, comme je vous le disais, c'est une thérapie qui est là pour traiter le trouble obsessionnel compulsif. Le trouble obsessionnel compulsif, c'est une maladie psychiatrique qui se caractérise par des obsessions qui sont des pensées intrusives, récurrentes, indésirables, qui vont générer de l'anxiété. Et en réaction à ça, les patients vont avoir des compulsions, donc des actes mentaux, par exemple des prières, ou alors des gestes qui sont répétitifs et envahissants. Et ce, jusqu'à obtenir un soulagement de leur anxiété, donc une anxiété. Ce trouble, il est lié à l'humeur et à l'anxiété, mais on y retrouve aussi des déficits cognitifs. Parmi les déficits cognitifs, il y a des déficits liés à la décision, de perception et du multi-attribut. Par exemple, pour une tâche dans laquelle il faut évaluer et prendre une décision par rapport à des gains et des pertes, on aura tous et toutes tendance à surévaluer le poids de la perte, c'est ce qui s'appelle l'aversion à la perte, mais on aura aussi, cette tendance nettement moins que les patients avec TOC sont très sensibles à la perte et ont une forte aversion à la perte. Donc, on voit qu'il y a un déséquilibre au niveau de la décision multi-attribut chez les patients. En ce qui concerne la métacognition, le TOC est connu comme la maladie du doute. Et on sait qu'il y a des problèmes de confiance, mais ce n'est pas très clair selon la littérature et malgré les méta-analyses s'il s'agit d'un déficit, généralement un biais de sous-confiance, ou bien si c'est plutôt que la confiance serait mal calibrée par rapport à l'ensemble des informations qui sont disponibles dans l'environnement. Au niveau de la physiopathologie, le TOC
parmi de multiples indices, on retrouve une hyperactivité et une hyperconnectivité du noyau sous-thalamique. Et justement, chez les patients pour lesquels le trouble est particulièrement sévère et résistant aux thérapies classiques, la stimulation du noyau sous-thalamique est prometteuse, puisque vous pouvez voir ici dans la cohorte de patients où on voit l'intensité des symptômes du TOC après plusieurs mois de stimulation va être vraiment réduite. Donc c'est une thérapie qui est prometteuse. Pour autant, les mécanismes qui sous-tendent cet effet restent à caractériser. Et ça, c'est également quelque chose auquel je me suis intéressée dans la thèse. Est-ce que, par rapport à la pathologie, la stimulation va agir sur la décision, sur la confiance ou sur l'humeur, qui sont trois dimensions pertinentes pour le trouble. Pour récapituler, je me suis intéressée à la détection perceptuelle. Est-ce que la stimulation change le seuil de détection? Sur la décision multi-attribut, est-ce qu'on module l'intégration des attributs de façon différenciée? Sur la confiance, est-ce que je module le seuil de confiance avec la stimulation? Et enfin sur l'humeur, est-ce que l'humeur est modulée et en interaction avec la décision? Par ailleurs, j'avais aussi un objectif secondaire qui était de caractériser ce qui se passe chez les patients par rapport au contrôle. Passons maintenant à la partie expérimentale. Pendant ma thèse, j'ai réalisé 4 études, 2 avec la stimulation allumée comparée à l'éteinte et 2 directement avec des enregistrements à l'intérieur du noyau sous-thalamique. Le plan d'expérience complet est le suivant. Il y a une tâche de détection, décision perceptuelle, une tâche de décision multi-attribut, une approche où on va contraster on-off stimulation et une approche corrélationnelle où on va enregistrer les potentiels de champs locaux. Donc, ça a donné lieu aux 4 articles qui sont dans le manuscrit de thèse. Pour la présentation, je vais me focaliser vraiment sur les 2 premières études ici en haut, parce que ce sont les plus abouties. Et j'évoquerai les premiers résultats des 2 autres études au moment de la discussion. Comment on a fait cette approche on-off stimulation? L'idée était d'enregistrer le comportement on versus off et de comparer les 2 situations. Et pour ces enregistrements-là, j'ai enregistré auprès de 13 patients avec TOC, en double aveugle, en randomisé, et pour chaque patient, ça se passait en 3 jours. Donc, le premier jour, on présente les tâches, on fait un étalonnage, puis ensuite un changement du statut de la stimulation, en double aveugle, je ne sais pas si ça reste allumé, puis ça. Ensuite, après une période de stabilisation des effets de la stimulation de 16 heures, donc un washout, on va procéder à un premier enregistrement. Le soir du 2e jour, on bascule la stimulation dans l'autre statut, on attend le washout, on enregistre. Et enfin, le dernier jour, la stimulation est rétablie. Et j'ai également effectué des enregistrements auprès de 18 participants en contrôle, à varier en âge, en sexe et en niveau d'études. Et l'idée était d'avoir un groupe de comparaison pour caractériser le top. Je vais maintenant vous montrer l'étude on-off en décision perceptuelle. Je la montre directement, je trouve que c'est plus simple. Donc, on présente un écran de fixation aux participants et ensuite, il y a un flux de bruit visuel. À un moment apparaît, un moment random, apparaît un stimulus. Plus ou moins contrasté par rapport au bruit visuel. Et à la fin de la séquence, on demande combien avez-vous vu de visage? Première question de décision perceptuelle. Et quelle confiance avez-vous en votre réponse? Pas confiance, moyennement confiance, très confiance. Le stimulus, il est présenté très brièvement. Moi, je vais le laisser pour que vous puissiez le voir, mais c'est 200 millisecondes. Et son niveau de contraste est adapté au seuil de détection de chacun des patients individuellement et on présente plusieurs niveaux de contraste. Et cette étude-là, elle a été préenregistrée dans l'Open Science Framework. Alors, pour les résultats, dans un premier temps, j'ai cherché à regarder s'il y avait un déficit au niveau des décisions perceptuelles auprès des patients pour la détection. Ce que j'ai regardé, c'est la probabilité que le stimulus soit vu en fonction de l'intensité du stimulus et du groupe. Pour l'analyse, on obtient ce genre de courbe.
Probabilité de détection à verticale, intensité du stimulus. Quand le stimulus est faible, on a une faible probabilité de détection, et quand il est fort, eh ben, on a une haute probabilité de détection. Et ce que la modélisation nous apprend, c'est qu'il n'y a pas de différence au niveau de la détection perceptuelle entre les participants avec stock et les contrôles. Sur cette tâche-là, j'avais également enregistré le EG, donc l'analyse d'après, pour consolider ce résultat comportemental, c'est de regarder l'amplitude du signal au niveau du cortex. J'ai regardé cette amplitude en fonction de l'intensité du stimulus, du groupe et de si le stimulus avait été vu ou pas. Je vous ai montré ici uniquement ce qui se passe quand on voit le stimulus. Vous avez le temps par rapport à la présentation du stimulus à l'horizontale et l'amplitude à la verticale. Les différentes nuances de couleurs représentent l'intensité du stimulus. Les patients sont en bleu, les contrôles sont en vert. Et ce que l'on peut voir, c'est que quand le stimulus est présent et détecté, plus il est fort, plus il va évoquer une amplitude forte. Par contre, on ne voit pas de différence significative entre les patients et les contrôles, ce qui est, somme toute, cohérent avec le comportement qu'on a enregistré juste avant. La question suivante, c'était quelle confiance avez-vous en votre décision? Donc, j'ai ensuite regardé s'il y avait une différence au niveau de la confiance entre les patients et les contrôles. Pour ça, j'ai regardé la probabilité d'avoir un certain niveau de confiance en fonction de l'intensité du stimulus, du groupe et de si le stimulus avait été vu ou pas. Alors, ça donne ceci pour vous guider à travers ce graphe. On a la probabilité d'avoir une confiance basse, moyenne et haute. Alors, pour le graphe de la confiance haute, lorsque le stimulus est fort, c'est là que la probabilité d'avoir une confiance haute est la plus élevée. Jusque-là, c'est logique. Inversement, quand l'intensité du stimulus est basse, on a une probabilité de confiance basse qui est élevée. Et au milieu, eh ben, c'est pour la confiance moyenne, elle est la plus probable quand le stimulus est d'intensité moyenne. Cette modélisation confiance par l'intensité, le groupe et la détection, elle a montré l'effet le plus intéressant qu'elle a montré, c'est un effet d'interaction entre l'intensité du stimulus, le groupe, et la détection. Ce qui se passe, c'est que pour un stimulus très intense, la probabilité, chez les patients qui sont en bleu, la probabilité d'avoir une haute confiance est haute, mais moins pour les contrôles. Lorsque le stimulus est d'intensité basse, idem, chez les patients, la probabilité d'avoir une confiance basse est élevée, mais pas autant que chez les contrôles. En fait, c'est comme si les patients n'utilisaient pas la totalité de l'information disponible pour faire leur jugement de confiance. C'est une sensibilité moindre de la confiance chez les participants TOC par rapport aux participants contrôle. Ça, c'est l'analyse comportementale. Et j'ai également regardé le signal, le potentiel évoqué associé à la confiance. Donc l'amplitude, lorsque le stimulus est détecté en fonction de l'intensité, du groupe et du niveau de confiance. Et j'ai retrouvé un effet d'interaction qui consolidait l'effet comportemental. Donc on a ici, lorsque le stimulus est détecté, la confiance basse à gauche, la confiance haute à droite. Les contrôles sont toujours en vert, les patients sont toujours en bleu. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'en fonction du niveau d'intensité, plus l'intensité est forte, plus le potentiel évoqué est élevé. Il est plus en confiance haute qu'en confiance basse. Et ce motif-là, on le retrouve également chez les patients, mais moins. Un potentiel évoqué de forte intensité et de confiance haute est quand même moins important chez les patients que chez les contrôles. Ce comportement-là, enfin cet EEG, finalement, il reflète dans la différence des potentiels évoqués les jugements de confiance, cette sensibilité moindre dans les jugements comportementaux. Après, l'étape suivante, c'est de faire la même analyse pour comparer, maintenant qu'on a regardé les différences patients-contrôle, qu'est-ce qui se passe quand je stimule le noyau sous-thalamique. Au niveau de la détection, je regarde toujours la probabilité de détection en fonction de l'intensité de la stimulation. Et ben là, pour le coup, on ne voit pas d'effet de la stimulation sur les rapports de détection. Au niveau de l'EEG qui accompagne ces comportements, on a toujours la même analyse.
Et on voit que les potentiels évoqués sont plus forts en fonction de l'intensité du stimulus, mais on ne voit pas de différence entre les stimulateurs allumés et stimulateurs éteints. Donc, ces deux informations sont cohérentes. La stimulation n'a pas d'effet sur les rapports de détection, ni sur les potentiels évoqués qui sont associés. Et pour ce qui est de la confiance, souvenez-vous que tout à l'heure, on avait un déficit métacognitif chez les patients. La question, c'est de savoir, est-ce que par hasard, la stimulation va corriger ce déficit métacognitif? Eh bien, la réponse est non. Le déficit métacognitif constaté chez les patients n'est pas compensé par la stimulation. Et au niveau du signal du potentiel évoqué, c'est pareil. On a toujours le motif d'un potentiel évoqué plus fort en fonction de l'intensité et de la confiance, mais pas l'effet de la stimulation pour ce rapport. Si on récapitule les résultats obtenus, pas de différence comportementale entre patient et contrôle, et ben ça va confirmer l'étude de Marton et Hall dans une tâche de type RDK où ils ne montraient pas de différence de seuil de détection. Pour le déficit perceptuel, de confiance perceptuelle, on voit qu'il n'y a pas de biais négatif. En tout cas, on n'a pas mis en évidence de biais négatif. Par contre, on a un déficit de sensibilité métacognitive qui est confirmé par le EEG. Et ce qui est intéressant, c'est que cette confiance perceptuelle, ça avait déjà été mis en évidence auprès de personnes hautement compulsives non cliniques. Donc ça confirme ce résultat-là, alors même qu'il y avait d'autres articles qui n'avaient pas réussi à reproduire ce résultat chez une population clinique. Au niveau des effets de la stimulation, on n'a pas de modification des rapports de détection ni de l'activité corticale. Alors, pour cette question, j'y vois deux explications possibles. Soit on ne stimule pas forcément le bon territoire du noyau thalamique. Peut-être que, en fait, pour une tâche de détection pure, élémentaire comme celle-là, il aurait mieux valu finalement rester sur un noyau thalamique dorsal sensorimoteur. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que dans la littérature qui montre que la stimulation du NST module la discrimination, en fait, c'est que ce n'est pas la tâche de type RDK. On demande de donner une réponse et on analyse la réponse au moment où la personne clique sur le bouton pour donner sa réponse. Donc, ce qu'on a mis en évidence peut-être dans les tâches RDK, c'est plus un effet moteur de la stimulation qu'un effet sur la décision elle-même. L'idéal pour voir ça, ça serait de voir avec une tâche de détection en réponse différée, stimulation du noyau thalamique dorsal, par exemple, quelle est l'explication qui tient le mieux. Et enfin, on a constaté que le déficit métacognitif n'était pas compensé, la confiance n'est pas modulée par la stimulation, ce qui est cohérent avec le résultat d'une autre étude qui porte sur la confiance dans un autre type de tâche, mais en tout cas, c'est la seule étude qui fait du on-off noyau thalamique en confiance. Maintenant, j'ai passé à la tâche multi-attribut, de décision multi-attribut. L'idée et l'objectif qu'on donne aux patients, c'est de dire, vous allez jouer à un jeu et vous allez essayer de gagner le plus d'argent possible. Jeu de précision. Donc, en premier lieu, on présente au sujet un écran avec une mise en jeu. Vous allez, si vous gagnez tant de pièces, mais par contre, si vous perdez, vous risquez de perdre tant de pièces. C'est un jeu de précision qui va venir après. Le rectangle au milieu, il représente la taille de la cible qu'il faudra atteindre. Plus ce rectangle est grand, plus c'est facile, plus c'est petit, plus c'est difficile. Donc, c'est une information liée à la difficulté de la tâche. La personne dit si elle accepte ou pas de jouer pour cet enjeu. Si elle accepte, on continue tel quel. Si elle refuse la mise en jeu, elle va jouer pour une pièce, donc un enjeu négligeable. Ensuite, on lui demande si elle pense gagner au jeu qui arrive. Ensuite, elle fait le jeu de précision qui consiste à arrêter une balle au moment où elle rentre dans la cible. Après, on lui dit vous avez gagné temps, vous avez perdu temps. Un feedback. Et enfin, dans un quart des essais, on lui demande s'il pense, comment il se sent. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Vous avez donc l'écran de mise en jeu. Mettons que le sujet accepte, on lui demande s'il pense gagner. Ensuite, le jeu, c'est d'arrêter la balle. Pardon, hop.
le feedback et la question de l'humeur. Alors, comment j'ai analysé cette tâche? On va faire ça en suivant les différentes étapes de la tâche. La première étape, c'est le choix d'accepter ou de rejeter l'enjeu. Pour analyser cette partie-là, j'ai utilisé un modèle computationnel qui prédit la probabilité d'accepter en fonction, d'une part, de la valeur subjective qui dépend des gains et des pertes, et d'autre part, de la probabilité subjective de gagner. Cette probabilité de gagner, elle est inspirée de la difficulté. Et pour ce modèle-là a été ajusté pour chaque individu et on en a extrait des points individuels du gain, de la perte et de la difficulté dans la probabilité d'accepter. Ensuite, ces grandeurs-là ont été comparées entre les différents groupes on, off ou contrôle. Ce qui a été mis en évidence, c'est premièrement que les participants avec TOC non stimulés en bleu sont significativement plus sensibles à la perte que les participants en contrôle, et la stimulation, entre le bleu et le rouge, du coup, a pour effet de tendre à réduire la sensibilité à la perte. L'étape d'après dans cette tâche, c'est pensez-vous gagner? Donc pour analyser la confiance, c'est une question de confiance prospective, donc pensez-vous gagner à la tâche qui arrive, mais pour l'analyser, je suis partie du principe que les informations dont on disposait sur le moment, c'était les informations à propos de la tâche, gain, perte, difficulté, et si on avait accepté ou pas, et j'ai regardé si la stimulation, si ce modèle-là avait l'air de prédire la confiance, et comment la stimulation agissait. Et cette analyse-là a montré un effet principal de la stimulation et différents effets d'interaction de la stimulation. Premier résultat très surprenant, la stimulation du noyau sous-thalamique diminue la confiance. Ce qui est surprenant, c'est que les patients avec TOC, ils ont des problèmes de confiance et on pourrait penser que la stimulation va avoir pour effet d'augmenter la confiance. Et bien, c'est pas ce qu'on a vu. Ça, c'est l'effet principal. Mais derrière cet effet principal, il y a aussi en plus des effets d'interaction. Le premier, c'est que la stimulation interagit avec la façon dont on prend, avec le choix, pardon. Quand le challenge est accepté, la stimulation réduit davantage la confiance. Et l'effet d'interaction que je trouve le plus intéressant, c'est que quand le challenge est refusé, la stimulation augmente la sensibilité à la difficulté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait penser que dans un cas idéal, ce qui va prédire si on pense réussir ou pas, ça serait uniquement la difficulté du challenge. Or, ce qui se passe là, c'est que quand on stimule, dans certaines conditions, on va augmenter la façon dont on prend en compte la difficulté pour prédire la confiance. Et finalement, on se rapprocherait d'un comportement idéal. Donc, ça pourrait bien être un effet de normalisation de prise en compte de la difficulté dans la confiance. Finalement, derrière cette diminution de la confiance, il y aurait aussi un effet de normalisation. Et enfin, la dernière question de la tâche, c'est comment vous sentez-vous maintenant? Ce résultat, il est un petit peu nouveau par rapport à ce qui était dans le manuscrit de thèse, puisqu'on a continué un petit peu les analyses. J'ai analysé l'humeur. D'abord, j'ai fait une interpolation de l'humeur pour avoir des jugements d'humeur sur tous les essais et pas seulement un essai sur 4. Puis ensuite, j'ai fait un Z-score et j'ai regardé cette humeur en fonction du choix d'accepter ou pas, de la réussite, ce qui sont a priori les deux prédicteurs du feedback, et regarder ce qui se passait avec la stimulation. On voit un effet principal de la réussite. Forcément, quand on a un feedback positif, comme ce qu'on a vu précédemment, on a une meilleure humeur. Et on a aussi un effet principal de la stimulation qui va augmenter l'humeur. En revanche, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Donc, l'humeur est améliorée par rapport à la stimulation. Pour faire un petit point intermédiaire, on a un déficit de décision multi-attribut dans le TOC qui confirme la littérature. La stimulation va moduler différemment la prise en compte des attributs en agissant sur la perte, ce qui est aussi en lien avec la littérature, où on montre qu'un traitement médicamenteux du TOC va réduire cette aversion à la perte. On a un effet sur un seul des différents attributs, et il y a
L'étude de Seki et collègues montre que ces attributs-là sont encodés différemment au niveau cortical. Ça complète aussi une étude de Boone en ajoutant le paramètre de la difficulté en plus de gain de la perte. La stimulation diminue la confiance en modulant la prise en compte de la difficulté, ce qui est un petit peu contre-intuitif, mais qui correspond à une normalisation. Ce qui serait intéressant peut-être ici, ce serait d'utiliser un modèle computationnel de la confiance, de même que ce qu'on a fait pour le choix, qui dépendrait des différents paramètres du choix, ainsi que des performances précédentes, avec un facteur oubli de l'humeur. Et enfin, la stimulation améliore l'humeur. C'est cohérent avec une réduction du poids de la perte, puisqu'on aurait une moindre sensibilité à tout stimulus de valence négatif. Et ça corrobore une étude qui montre que la stimulation va améliorer la perception de la valence positive pour les stimuli de faible valence émotionnelle. Pour cette dernière analyse, on a encore des possibilités qui seront d'utiliser un modèle computationnel de l'humeur qui existe, et celui de Vinci qui a fait également le modèle du choix. Si je récapitule rapidement les résultats aux deux études, pour se les remettre en mémoire, on a une modulation du seuil de décision perceptuelle non, une modulation de l'intégration de la perte uniquement à la stimulation. La confiance n'est pas changée en détection et elle est diminuée en tâches multi-attributs avec un effet particulier sur la perte. Pour ce qui est de l'humeur, elle est augmentée mais sans interaction avec le résultat de la décision précédente. Et enfin, les TOC présentent un déficit de sensibilité métacognitive en perception mais pas sous confiance et une sensibilité supérieure à la perte. Maintenant, c'est le moment de remettre en perspective ces deux études. Et la première question brûlante qu'on va se poser, c'est pourquoi, quand on stimule, on a un effet sur les décisions multi-attributs, mais pas sur les décisions perceptuelles. Donc, en prenant le résultat de ces deux études-là, ça ne va pas dans le même sens. J'ai deux hypothèses. Une première hypothèse, c'est que, encore une fois, l'histoire de cible, peut-être que pour une décision purement perceptuelle, il faudrait viser le territoire sensorimoteur connecté plutôt au cortex pariétal, oui. Donc, noyau thalamique dorsal, comme stimulé dans la maladie de Parkinson. Et on verrait en effet sur le multi-attribut, parce qu'on est dans un territoire associatif antéromédial, connecté au cortex préfrontal, là où s'effectuent plus des traitements en lien avec la valeur. Il y a une autre possibilité, ah oui. Donc là, vous pouvez voir les fibres qui sont connectées au noyau thalamique antéromédial et prédictives de l'effet clinique, elles projettent plus vers le cortex préfrontal. Il y a une autre possibilité. Si on revient à la littérature, la tâche perceptuelle qui montre un effet du noyau sous-thalamique, c'est une tâche de discrimination. J'ai de l'information en faveur de est-ce que les points vont vers la droite ou vers la gauche. Donc j'ai deux sources d'information qui sont concurrentes. Dans la tâche multi-attribut, j'ai encore plusieurs sources d'informations, lien, perte, difficulté, il va falloir intégrer tout ça et arbitrer. En revanche, dans la tâche de détection perceptuelle, j'ai une seule source d'information. Est-ce que mon stimulus, il est là ou pas? Et j'ai rien d'autre. Il n'y a pas d'information qui est en concurrence. Donc, peut-être que le noyau sous-thalamique, en fait, interviendrait dans les décisions dans lesquelles il y a des informations concurrentes à intégrer pour aboutir à la décision. Ce qui est intéressant parce que compte tenu de sa localisation au sein d'un grand nombre de groupes fonctionnels, eh ben, c'est quand même l'endroit idéal pour assurer ce type de fonction. Ensuite, la deuxième question brûlante, c'est on a au niveau de la confiance vu un effet de la stimulation sur la confiance multi-attribut, mais pas sur la confiance perceptuelle. Pourquoi? Alors, l'explication, une première explication assez directe, on va dire, serait de dire la stimulation du noyau sous-thalamique, en fait, elle module la décision multi-attribut. Donc, de fait, ça va changer le jugement de confiance, alors que ça ne module pas la décision perceptuelle, donc, de fait, ça ne va pas changer le jugement de confiance perceptuelle. C'est une première explication. Il y a aussi autre chose qui change. Dans les jugements de confiance qu'on a collectés, dans l'étude de perception, c'est une confiance rétrospective sur une décision qui a été faite avant. On compare
à une confiance prospective dans la multi-attribut, pensez-vous gagner au challenge qui va arriver? La décision n'a pas été prise, donc une confiance qui serait en quelque sorte indécisionnelle. C'est une autre possibilité, et de fait, quand on regarde les études en IRMF, on voit que les réseaux, les cibles au niveau cortical qui sont activées dans le jugement prospectif et rétrospectif ne sont pas les mêmes. Donc c'est peut-être que ce sont des circuits différents qu'on n'affecte pas de la même façon. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai analysé cette tâche-là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder si la confiance elle était prédite par gain, perte, difficulté, choix, qui sont tous des paramètres qui sont déjà présents au niveau du moment, au moment de la prise de décision. Et il se trouve que ce modèle-là, il prédit quand même relativement bien la confiance, puisque ce que vous voyez, les rubans de couleur derrière, c'est l'intervalle de confiance du modèle, et les points et les traits représentent les données collectées. Donc, dans ce cas précis, il me semble quand même que la confiance, elle est bien prédite en fonction des attributs du choix et des décisions précédentes. Et peut-être que si on remplaçait cette question, pensez-vous gagner, par une autre question, pensez-vous avoir pris la bonne décision, on aurait une question de confiance rétrospective qui se baserait sur, qui deviendrait décisionnelle, et j'émets l'hypothèse que les réponses dans les deux cas seraient quand même assez similaires. Mais il faudrait le vérifier. Quoi qu'il en soit, ces deux études-là font partie des premières sur les effets de la stimulation du noyau sous-thalamique dans la confiance, et à ma connaissance sont vraiment les premières sur la stimulation du noyau sous-thalamique en seconde médiale. Quelles sont les implications de ces résultats-là pour le traitement des troubles obsessionnels compulsifs? Alors, on a obtenu des clarifications sur la nature du déficit métacognitif dans le TOP, déficit de sensibilité, mais pas une sous-confiance générale. Au niveau de la confiance, on a aussi vu qu'il y avait une différence dans le G sur les jugements de confiance chez les patients. Et ça pourrait constituer potentiellement un biomarqueur qui pourrait aider au diagnostic, au pronostic de patients avec le TOP, ce qui est toujours intéressant à signaler. Pour la stimulation cérébrale profonde, le fait de mieux savoir sur quel processus exactement agit la stimulation du noyau sous-thalamique, ça pourrait permettre de sélectionner, de prédire quels sont les patients qui présentent les déficits cognitifs les plus susceptibles de répondre à la stimulation, à cette thérapie. Et inversement, il existe différents types de stimulation pour le TOC, que vous avez représenté ici. Le fait d'apporter des éléments de caractérisation des effets de cette cible-là par rapport à d'autres, ça va permettre également de voir quelle serait la cible de stimulation la mieux adaptée pour un patient, donc avoir une stimulation individualisée. Maintenant, quelles sont les directions qu'on pourrait donner à ce travail? Avant de continuer, je vais juste faire un petit preview des résultats qu'on a obtenus sur les études LFP. Je me serai quand même dans la direction puisque le travail d'analyse n'est pas terminé, mais pour les potentiels de champs locaux qui sont enregistrés directement dans le LFP, ce qu'on voit dans les résultats préliminaires, c'est une interaction entre la confiance et la détection au niveau de la bande bêta en particulier. Et pour ce qui est de la décision multi-attribut, on aurait une corrélation de l'activité de θ avec les gains, les pertes, la difficulté, l'humeur et le feedback à la décision à différents moments de la tâche, mais pas de corrélation avec les jugements de confiance. Pour la suite, donc on enregistre aussi le G. À la base, l'idée c'était de dire on stimule le NST. Le NST, évidemment, il n'est pas tout seul, il s'inscrit dans un réseau sous-cortical assez vaste. On voulait voir si, en stimulant le noyau, quel était l'effet sur le réseau. Mais en fait, un EEG, ça ne va pas être suffisant pour caractériser vraiment la nature du circuit fonctionnel qu'on est en train d'affecter. Pour en savoir un peu plus sur le circuit, il y aurait plusieurs approches. La première approche, ça serait de regarder, avec les données dont on dispose déjà, quels sont les contacts qui sont simulés, et en utilisant des atlas des fibres cérébrales, de voir quels sont exactement les réseaux et les fibres qu'on a stimulés chez ces patients-là. Une deuxième possibilité pour caractériser vraiment les réseaux qui s'activent avec ou sans la stimulation, ça serait de pouvoir faire dans l'idéal des enregistrements intra-EEG chez les patients avec TOC, toujours dans l'objectif de cartographier les réseaux
cognitifs. Et c'est quelque chose qui est extrêmement rare, les enregistrements intra-EEG chez les docs, mais il se trouve que c'est justement le projet que je vais rejoindre pour la suite, où je vais aller à San Francisco, rejoindre un programme, un essai clinique qui porte sur les stimulations cérébrales dans le TOC. On va faire des enregistrements intra-EEG pour cartographier les réseaux, pour choisir le cible de stimulation vraiment adapté aux patients. J'ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie également mes directeurs qui ont su allier quantité à qualité. Et puis bien sûr, toutes les personnes qui ont participé à cette collecte de données en pôle mouvementé et bien sûr les patients qui ont donné accès à ce jeu de données formidable et les autres volontaires. Merci beaucoup. Ok, c'est le tour des rapporteurs sur Visio.